Excellent. Donc, bonjour tout le monde. Je suis Ethel Côté, experte en développement économique communautaire, en développement coopératif et experte en développement stratégique à l'ACFA SDG, en plus d'être entrepreneur social à la firme Mécénès. Et aujourd'hui, ça me fait grandement plaisir de vous accueillir dans le cadre des Mercredis économiques, une série de webinaires qu'on a pu réaliser avec plusieurs partenaires. Je vais les remercier en bonne et due forme dans quelques petites minutes. Ceci dit, on se retrouve le 19 janvier de midi à 13 heures. C'est webinaire 101. Partir en affaires, c'est très facile. Rester en affaires, c'est difficile. Pour ce webinaire, on a invité Passerelle Idée. Et on a deux personnes ressources, Léonie Chatta et Maryse Birmingham, qui vont nous offrir cet atelier, ce webinaire. Et c'est vraiment un privilège de vous accueillir. Ceci dit, l'ACFA SDG a créé dans les derniers mois avec ACC Avenir, qui est notre Société de développement économique communautaire de notre région, un fonds de microcrédit. En plus, on travaille sur Bonjour Welcome et on fait du coaching présentement avec deux femmes qui vont démarrer leur entreprise. Donc, ceci dit, tranquillement, on joue une place au niveau de notre région pour cultiver la culture entrepreneuriale, mais on s'est dit, il y a tellement de belles expertises dans la communauté que c'est intéressant d'impliquer d'autres personnes qui ont des ressources, qui ont des talents, qui ont des compétences, mais qui ont aussi un savoir et un savoir-faire à partager. Donc, le plan du webinaire, je vais présenter dans quelques secondes les deux personnes ressources et on va débuter la session. Et à la fin, on va conclure avec le rappel du prochain webinaire. Ceux et celles qui écoutent le webinaire, parce que la majorité, vous allez l'écouter en différé, c'est qu'il y a eu des petits problèmes techniques sur le Zoom, donc on l'enregistre, sera partagé et vous pourrez par la suite aussi le visionner plusieurs fois. Donc, celui-là, le lien, on va le changer pour éviter les prochains problèmes techniques. Donc, on remercie Passerelle ID assurément qui sont avec nous aujourd'hui, la Société économique de l'Ontario, ACC Avenir, la Chambre de commerce de Cornwall Région, CCO, ACFO assurément qui coordonne le tout, Consoeur en affaires, Bonjour Welcome et Mécénès. Donc, sur ce, mesdames, la parole va être à vous dans quelques secondes, mais je vais vous présenter. J'ai déjà envoyé aux participants et participantes vos biographies respectives. Et Léonie Chatta, la fondatrice et présidente de la Passerelle ID, ex-commissaire à la Commission ontarienne aux droits de la personne, coprésidente du comité aviseur Appel à l'action contre le racisme. Si vous avez regardé la biographie de Léonie, vous allez voir que sa feuille de route est très, très importante. Elle a joué plusieurs rôles, tant dans la communauté, dans toute la diversité de la communauté, mais son organisation a aussi une évolution super intéressante, travaillant d'abord avec les jeunes, par la suite avec les femmes et maintenant avec l'ensemble de la communauté. Et au niveau de l'entrepreneuriat, bien avant que des organisations créent des programmes, de l'appui, de l'accompagnement, Passerelle Idée est au rendez-vous pour créer des ateliers culturellement adaptés sur les affaires au Canada et des ateliers et des contenus qui ont été grandement prisés dans la communauté entrepreneuriale. Ceci dit, elle est accompagnée de Maryse Birmingham aujourd'hui, formatrice experte en compétences culturelles pour la Passerelle ID. On se connaît depuis très, très longtemps, autant Léonie que Maryse. Je vous invite à la chercher, Maryse. Si elle a enregistré des vidéos, des webinaires, des ateliers, moi, je dirais, c'est la dame à la sagesse qui n'a pas de fin. On dirait que dès qu'elle réfléchit, dès qu'elle nous partage une pensée, dès qu'elle nous partage une notion, il y a toute une profondeur et cette profondeur-là nous nourrit. Puis moi, je le dis nous nourrit, je le mets au pluriel parce que souvent, j'ai animé des webinaires où Maryse était une personne ressource et je voyais dans le chat ou dans les ateliers en présentiel, je voyais le verbal, le non-verbal et après ça, j'entendais les commentaires, à quel point les gens appréciaient cette sagesse, ce vécu, cette expérience. Et très généreusement, Maryse, elle pourrait donner des ateliers pour donner des ateliers, mais vous allez voir qu'elle les donne avec cœur, esprit et grande sagesse. Sur ce, mesdames, la parole est à vous et vous me dites quand vous voulez changer vos diapositives. Merci beaucoup, Ethel. Merci. C'est un privilège
d'être là ce matin. Merci à l'ARFO pour cette invitation. C'est toujours un privilège aujourd'hui pour moi de co-animer avec Maryse, comme tu as si bien dit, notre experte en compétences culturelles. Bonjour aux participants. Ça fait des années que nous collaborons avec l'ARFO et que, et-elle, tu es une étoile, une pionnière de nos communautés. Donc, c'est tout naturellement que on a accepté de se joindre à ce beau projet, ce projet porteur, surtout dans ce contexte de la pandémie où il ne faut pas se concentrer sur la pandémie, mais il faut continuer à rêver et déjà à penser post-pandémique. Et l'entrepreneuriat, c'est une option pour beaucoup de francophones, beaucoup d'immigrants qui arrivent ici au Canada et qui veulent contribuer à la prospérité économique. Je vais d'abord passer la parole à Maryse et puis après ça, on va commencer on va passer à la prochaine diapo. À toi, Maryse. Bonjour tout le monde, bonne et heureuse année. On a seulement que 19 jours de l'année découlée. Et merci Ethel pour cette présentation, mais je te renvoie à l'ascenseur, notre Ethel locale à saveur internationale, parce qu'elle est connue au-delà des frontières du Canada et appréciée. D'ailleurs, elle porte plusieurs noms selon la région où elle a planté son expertise, ses bonnes valeurs. Effectivement, l'entrepreneuriat va être, à mon avis, au cœur du renouveau économique post-pandémique, enfin, pandémique et post-pandémique, pour plusieurs groupes membres de la diversité et en particulier pour les nouveaux arrivants, les immigrants, la deuxième génération issue de l'immigration qui vont devoir se nicher en quelque part et qui vont devoir découvrir et comparer le savoir-faire en entrepreneuriat entre les coutumes du pays d'origine et de la nouvelle société dans laquelle ils veulent s'intégrer, parce qu'on ne parle plus qu'ils veulent s'insérer, je veux dire, on ne parle plus d'intégrer, on parle d'insertion, surtout pour nous francophones. Et c'est là-dessus qu'on va essayer de débroussailler tout ça, parce que ce n'est pas chose facile, effectivement. Et je vous souhaite un bon après-midi avec nous. Merci beaucoup, Maryse. Et ce n'est pas par hasard que nous avions choisi le thème de notre atelier ce matin. Partir en affaires, c'est très facile. Rester en affaires, c'est difficile. Et vous allez comprendre pourquoi. Ce n'est pas dans un contexte négatif que nous avions intitulé ce thème, mais dans un contexte de beaucoup plus de réalisme, de persévérance. Ethel, s'il te plaît, si tu peux passer à la prochaine diapo. Bon, nous nous sommes présentés et voilà, je veux parler un peu de la passerelle. La passerelle, ça fait près de 26 ans que nous existons aujourd'hui. Et tel l'a si bien dit, on est reconnu comme un organisme incontournable en ce qui concerne l'intégration économique. On ne parle plus d'intégration, on parle d'inclusion économique des immigrants francophones en Ontario, et on a fait des projets à l'échelle locale, nationale et internationale, et nous sommes aussi reconnus pour notre formation en compétences culturelles. Je vous donne ici quelques statistiques des résultats de nos clients qui confirment, selon nos évaluations, que les programmes de la passerelle qui sont culturellement adaptés ont un impact sur notre clientèle et accompagne notre clientèle dans son développement, son inclusion au Canada, soit comme nouvellement arrivés, comme immigrants ou dans la nouvelle terre d'accueil. Donc, l'objectif pour nous, c'est de créer des opportunités économiques. Et depuis 2016, si je ne me trompe pas, nous avions lancé des programmes en entrepreneuriat, et parmi lesquels on a lancé la plateforme Ontario, Affaires Ontario, où on a aidé plus de 200 entrepreneurs à se lancer à lancer leur entreprise. Nous avions aussi lancé notre première soirée prix de reconnaissance Inspiration et Migrants en 2018, et donc on va vous en parler tout à l'heure. Prochaine diapo.
Je mentionnais tout à l'heure un peu les exemples concrets de nos programmes PAO. Là, vous aviez parmi les centaines d'entrepreneurs que nous avions aidés, quelques témoignages de Maria qui a lancé son entreprise après avoir suivi le programme PAO, et Mehdi qui est français et qui est basé en français. Une fois qu'il est venu à Toronto dans le cadre d'un de nos programmes Réciprocité comme entrepreneur, il a lancé son entreprise à Paris et ça marche très bien, et il continue à suivre tous les accompagnements de la passerelle. Merci. Prochain diapo. Aujourd'hui, nous voulons vous parler de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est quoi? Maryse et moi, nous avions décidé de prendre cette belle photo. L'entrepreneuriat vient avec le mot amour. Quand on parle de l'entrepreneuriat, on parle d'amour, on parle de passion, on parle de détermination. Imaginez-vous un instant dans votre contexte où vous tombez pour la première fois en amour. Je mets amour avec le grand A parce que l'amour est multiculturel, elle est diversifiée, et que vous êtes passionné par cet amour et vous êtes déterminé à ce que cet amour marche malgré les défis que on peut vivre, malgré les défis qu'on peut rencontrer. Et pour nous, c'est ça la définition de l'entrepreneuriat. En tout cas, je sais que les personnes qui ont réussi en entrepreneuriat, ce n'est pas parce qu'ils avaient seulement des talents techniques ou un savoir, mais c'est parce qu'ils avaient d'abord cet amour et cette détermination. Maryse? Et cette passion, parce que surtout dans un contexte interculturel, et ça devient d'autant plus important parce qu'il faut premièrement aimer là où on est, il faut encore aimer ce que l'on veut offrir à où on est, il faut avoir cette passion de réussir dans un milieu qui nous est très souvent nouveau, qui nous paraît impossible. Il faut avoir la détermination de dire je prends ma place, j'installe ce dont j'ai toujours rêvé dans comme je dis toujours quand on fait nos ateliers en compétences culturelles, c'est comme si on déracinait un arbre pour vouloir le planter dans un terrain dont on ne connaît ni la compatibilité, ni les possibilités. Alors, l'entrepreneuriat, pour les communautés nouvellement arrivées, les néo-canadiens, c'est quelque chose qui présente, qui fait miroiter des possibilités, mais aussi c'est un miroir aux alouettes parce que ne connaissant pas souvent les us et coutumes et les façons de faire au Canada qui sont différentes, on peut justement, comme le dit le titre de la présentation, ça peut paraître facile de se lancer, mais c'est la difficulté qui va déterminer, qui va grossir aussi la détermination et qui va permettre de garder cette passion vivante pour pouvoir justement réussir et prendre sa place. Et c'est pourquoi l'amour fait partie de l'essence même de l'imagination de votre entreprise. Imaginer, créer, c'est d'abord une passion qu'on ressent profondément, c'est une détermination. Et effectivement, quand on a cet amour, quand on a cette détermination, malgré les défis qu'on rencontre dans le chemin vers la voie de le développement de notre entreprise, ce qui nous retient, c'est l'amour qui nous a suscité dès le départ. C'est cette passion, c'est cette détermination, comme Maryse le dit, qui nous a excités dès le départ. Et chaque fois qu'on fait face à des obstacles, on se rappelle de pourquoi on a commencé dès le départ. À la passerelle, nous avions accompagné près de 200 entrepreneurs. Nous avions développé le concept du point A au point B. On a vu des entrepreneurs commencer du point A et aller vers le point B et qui sont aujourd'hui opérationnels. Mais on peut vous dire que ce n'était pas facile. Il fallait venir aux formations, il fallait rester tard le soir, il fallait aller dans les networks, il fallait. Mais c'est cette détermination, moi, en tout cas, comme directrice de la passerelle, chaque fois que j'entrais dans une salle de session de coaching ou de formation, ce que je regardais dans les yeux de ces entrepreneurs, c'était l'amour, c'était la passion. Et donc, il faut
vraiment avoir cette passion-là, il faut avoir cette détermination et cet amour-là. Et ce n'est pas le fait de hasard qu'on ait choisi une photo d'un amour interracial, parce que ça justement, ça symbolise non seulement la détermination de faire marcher le couple, la passion qui existe entre le couple en dépit de tous les défis que la société peut apporter à ce couple-là. Et pour moi, c'est le symbole aussi d'un lancement en entrepreneuriat, ne connaissant pas toujours comment le terrain, est-ce que mon commerce va attirer tout le monde ou est-ce que je le fais seulement pour un seul groupe et tutti quanti. Alors, je crois que le symbolisme est tout à fait, s'explique de lui-même. Effectivement, Marie, tu n'as qu'à regarder le bisou tendre et regarde le bisou qui est tellement tendre. C'est ça, quand on lance son affaire, on a ce bisou tendre de notre idée. On veut et on est prêt à tout donner. Donc, c'est ça. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Ici, on va vous parler, quand on regardait avec Maryse, on va vous parler des habiletés et des atouts. Ce sont parmi tant d'autres. Mais la première chose, c'est de rêver big dreams. Quand vous décidez de vous lancer en entrepreneuriat, ça veut dire que vous aviez un leadership en vous. Vous aviez l'envie de changer les choses. Vous avez des rêves. Et ces rêves, parfois, ce sont des grands rêves. N'ayez pas peur d'avoir ces grands rêves. Et pour nous, nous pensons que certaines habiletés sont importantes et capitales dans ce processus-là. D'abord, de ne jamais hésiter à développer vos talents et vos valeurs, vos compétences. En entrepreneuriat, on n'est jamais complètement parfait. Il y a toujours des améliorations à faire. Je vais vous donner un exemple. Déjà, la première chose, c'est d'avoir le courage d'exprimer votre talent, de vous dire oui, je veux et je peux me lancer en affaires. Et sachez que vous aviez vos compétences et vous aviez vos valeurs. Et tout ça, ce sont des qualités qui vont vous accompagner dans même la première décision de dire je veux être autonome, je veux me lancer en affaires, je vais contribuer à l'économie, je vais créer de l'emploi et je veux apporter un produit qui va répondre à un besoin. La confiance est la clé dans tout processus. Il faut accepter de vivre l'expérience. Je me rappelle quand j'ai reçu la première fois le premier groupe d'ambassadeurs des jeunes entrepreneurs venant de la France dans le cadre de notre programme Réciprocité. Et tous me parlaient des défis qu'ils ont vécus en France et tous étaient dans un état d'esprit de la non-confiance, de se dire, ben oui, la France ne nous donne pas les opportunités. Et j'ai eu un mot pour eux, faites confiance au processus. Faites confiance au processus. Le processus, c'est quoi? C'est de vivre son expérience, c'est d'accepter les résultats, c'est d'accepter les défis, c'est de ne pas se précipiter, c'est de passer à travers son propre processus, d'avoir sa propre identité, malgré les défis, et de dire oui, je suis prête de vivre cette expérience parce que qu'est-ce qui va vous accompagner? C'est la confiance en vous. Au fait, on échoue quand on perd confiance à ses compétences et ses capacités. Et on échoue souvent aussi quand forcément l'environnement que vous avez ne vous encourage pas. Vous êtes votre environnement, vous êtes votre confiance et il faut faire vraiment confiance au processus. Finalement, il faut voir l'entreprise comme une valeur ajoutée, comme un potentiel économique. L'entrepreneuriat ou l'entreprise aujourd'hui, ce n'est pas un échange monétaire. C'est d'abord une valeur ajoutée que nous apportons pour contribuer à une société collectivement, mais aussi économiquement. Parce que grâce à votre entreprise, vous allez impacter les vies des gens, vous allez changer le monde, mais vous allez aussi développer votre propre vie. La bonne charité commence par soi. L'entrepreneuriat, ce n'est pas le bénévolat. L'entrepreneuriat, c'est la reconnaissance de ses valeurs et de son expertise pour contribuer à un besoin manquant afin d'impacter une collectivité.
Pour moi, c'est ça l'entrepreneuriat. Et je pense que c'est tellement important de voir votre entreprise comme une valeur ajoutée importante pour notre société. Maryse. Bon, moi, je vais rappeler quelque chose, je me rappelle de quelque chose que ma grand-mère me disait souvent. Il ne faut pas rêver chèvre, il faut rêver vache. Donc, et je dirais qu'au Canada, il ne faut même pas rêver vache, il faut rêver éléphant, même s'ils sont dans les zoos, pour pouvoir se lancer en entrepreneuriat et se donner toutes les chances de réussir. Mais ce rêve d'éléphant doit aussi être dans le contexte de nos habilités réelles et non pas fictives. Et nos atouts qui sont pour moi, en premier lieu, les informations. L'information, c'est le pouvoir. Si on doit se lancer vers un rêve qui peut nous emmener au-delà de l'horizon, il faut d'abord savoir comment s'y prendre. Quelles sont les réalités ici? Quelles sont maintenant, dans un contexte de pandémie et de post-pandémie, quels sont les débouchés qui vont m'emmener vers cette habileté? Ce n'est pas seulement de rêver, par exemple, d'avoir une ferme de fourmis, certes, mais est-ce que c'est ça qui va m'emmener à un succès? Est-ce que c'est ça qui va apporter un changement? Parce que toute entreprise a un côté, je dirais, social, communautaire, et doit répondre dans le contexte de tous les bobos auxquels on fait face, en l'occurrence, gérer les changements climatiques, apporter quelque chose qui va faire un changement dans la vie de quelqu'un, de certains groupes, qui va répondre à un besoin ponctuel et pointu. Il faut s'informer de ça et aller chercher les atouts qui vont nous emmener vers cette réussite et s'assurer qu'on ait les habiletés pour le faire. Il faut aller là, faire ce que l'on sait faire et pas ce que l'on croit qu'on sait faire. Et Marie, ce que tu dis est important. Déjà, nous sommes dans un monde révolutionnaire. On est en 2022. Les nouvelles technologies ont complètement changé le monde sur la façon des choses, sur la façon de voir les choses. On peut voir aujourd'hui que même au niveau politique, les jeunes aujourd'hui peuvent s'informer et peuvent décider qui est leur leader et voter avec consciemment parce qu'ils peuvent s'éduquer écroulement aujourd'hui. Ce que tu dis, c'est aussi vrai quand on parle de, par exemple, rêver éléphant. Mais quand on arrive dans un contexte qu'on ne maîtrise pas beaucoup, comme le Canada, où les mœurs sont totalement différentes par rapport à comment faire l'entrepreneuriat dans nos pays et comment faire l'entrepreneuriat ici. Et quelqu'un décide que, bon, du jour au lendemain, je vais créer ou bien ouvrir une succursale McDonald's. Les étapes sont assez importantes et il faut avoir, comme tu dis, se regarder dans un miroir et comprendre ses compétences. Parce que souvent, il y a beaucoup la capacité de se dire, oui, je vais rêver éléphant, mais comment maintenant pour atteindre la création et devenir une entreprise top? Quelles sont les étapes que je dois suivre et accepter de suivre ce processus? Je ne sais pas ce que tu en penses, Marie. Et quels sont les différents aspects qui vont être, que tu as pris l'exemple de McDonald's, mais il faut aussi prendre en considération que la vision des gens vers l'alimentation a changé. Donc, est-ce que maintenant j'ajoute un volet végétarien? Est-ce que je vais servir plus de trucs à base de plantes qu'à base de viande? Est-ce que ma viande... Vous savez, bon, et même, est-ce que ça va être la friture contre un autre mode pour empêcher des problèmes cardiovasculaires? Enfin, il y a tout ça, autre que la récompense financière. Certes, elle est au cœur de toute décision de faire une entreprise, mais il y a aussi que pour nous, moi je parle des gens de nos communautés, la première vision, c'est combien d'argent je vais faire. Combien je vais me débrouiller pour je vais devenir millionnaire dans un temps record au Canada parce qu'il y a de l'argent à faire. Sans tenir compte non seulement du côté social, ce côté des impositions du gouvernement. Chez nous, ouvrir un restaurant, j'ai la place, j'ai l'argent, je l'ouvre.
Mais ici, il y a des normes qu'il faut. Et c'est ça, très souvent, qui empêche que l'on réussisse parce que on n'a pas tenu compte de ces normes, les normes d'incendie, les normes que la santé publique impose, les normes fiscales. Ce qui rend l'entrepreneuriat difficile pour les gens de nos communautés, c'est tout le concept fiscal qui n'existe pas chez nous. Moi, Oui. j'ouvre ma petite entreprise, le gouvernement n'a pas à m'embêter chaque année pour me dire que tu devais payer tant d'impôts ou à percevoir des impôts sur les employés que j'ai ou à me plier aux normes de travail de nos pays. C'est toute cette différence, c'est ce manque d'information. Et ce n'est pas la première chose qu'un nouvel arrivant ou un immigrant va tenir compte quand il ouvre l'entreprise, c'est que dès que je l'ouvre avec ce que j'offre, les gens vont affluer vers mon commerce et je vais faire des millions. Et c'est cette espèce de clivage qu'il faut rétrécir quand on parle d'entrepreneuriat dans un monde, et surtout chez nous francophones. Hein. Je parle de ce que je peux constater plus facilement, comme j'opère dans le milieu francophone, c'est la plupart du temps, c'est ce qui fait que soit ils ont peur de se lancer, soit qu'ils se lancent mal. Ouais. Et voilà. Vas-y, je m'excuse de te couper. On voit la finalité, mais on ne voit pas tout ce qu'il faut mettre en place pour atteindre cette finalité. Certes, si je vais en commerce, si je vais en entrepreneuriat, ce n'est pas pour faire du bénévolat, c'est pour faire un profit. Mais il faut que que je connaisse la courbe. Ce n'est pas demain matin, après que j'ai ouvert, que je vais gagner des millions. Il y a une courbe de 2 ans. Donc, beaucoup se découragent avant même d'arriver à atteindre ce but. Ils restent encore endormis, le rêve est coupé, ou ils vont pour l'éléphant, mais ils se rendent compte qu'ils ont un petit chihuahua à la place. C'est ça. Et donc, en gros, c'est de faire confiance à son projet et en vous, d'ailleurs, d'être réaliste dans l'idée de projet que vous êtes en train de développer, de faire confiance au processus, de savoir que vous avez des valeurs et des compétences. Pendant qu'on va à la prochaine diapo, je te raconte une petite histoire parce que, une anecdote est, on sait très bien, par exemple, dans nos pays où qu'il y a toujours des constructions, quelqu'un vient dans un quartier et il construit une maison. Dès que la construction commence, le lendemain matin, tu vois une maman assise avec son panier de beignets, elle allume son feu pour commencer à vendre les beignets aux constructeurs qui vont travailler là pendant 3 mois, 4 mois. Et c'est comme ça que son entreprise démarre. Elle n'a pas eu besoin d'avoir tous ces papiers d'enregistrement et tout. Elle s'est levée un matin, elle a dit qu'il y a une opportunité, même sans demander une petite partie du terrain. Elle installe sa marmite, son feu, et elle commence à faire frire ses beignets et les clients arrivent. Ça, ce sont des réalités que nous avions dans nos pays, alors qu'ici, c'est totalement différent. Il faut des permis pour ci, des permis pour ça, on se perd dans la paperasse. Et ce n'est pas mauvais, puisque ça assure une certaine qualité de service. Ça oblige l'entrepreneur à assumer et assurer son produit. Mais c'est le choc culturel qui en ressort quand on arrive dans un et qu'on est habitué à un certain fonctionnement quand on se lance en entreprise et que ça vient se heurter ou s'achoper. Puis il y a beaucoup de gens qui n'arrivent même pas, qui avortent dans le projet parce que c'est trop compliqué, donc ils laissent tomber. Voilà. Et il y a d'autres qui poursuivent, mais qui vont essuyer un revers parce qu'ils avaient essayé de contourner un peu les exigences. Alors, c'est un peu ça. Et ici, par exemple, Maryse, par rapport aux exigences, on a énuméré quelques conseils qu'un entrepreneur doit avoir
parce que c'est important d'avoir un plan d'action. Vous aviez maintenant l'amour. Quand on se marie, ou bien quand on rencontre son amoureux, ou bien quand on est dans cette phase d'amour, après ça, on pense au plan. Qu'est-ce que la relation va devenir? Est-ce qu'on se marie? Est-ce qu'on fait les fiançailles? Est-ce qu'on devient colocataire? Il y a un plan. Il faut tout établir. Si on se marie, quand le budget, les familles, c'est un plan. C'est le même processus et on essaie de le rendre le plus réaliste possible parce que tout part de l'amour, je crois. Tout ce qu'on fait, si on n'aime pas et qu'on le fait que parce qu'on veut devenir riche, il y a un problème dès le départ. Il faut déjà aimer, il faut déjà être en amour. Et donc, dans votre projet d'entreprise aussi, vous avez besoin de faire ce plan-là qui va vous accompagner tout au long. Moi, j'appelle ça beaucoup la feuille de route. La feuille de route qui va répondre à vos défis et opportunités. La bonne connaissance du marché, on a dit étudier votre marché, la mise sur pied d'un plan de travail, cette feuille de route, l'importance d'avoir une bonne gestion financière. Nous, on ne fait pas beaucoup les calculs. En tout cas, on a vendu 20 $ aujourd'hui. On sort de là 10 $, on achète le pain et les beignets des enfants. Après les 5 $ qui restent, on calcule pour réacheter, et etc. Ici, là, il faut tout planifier. Chaque sou a une valeur. Chaque action a une valeur monétaire. Chaque étape a une valeur monétaire. Et tout ça doit être encadré. Moi, j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs qui faisaient des plans d'action, des budgets, mais ils ne se comptaient pas dedans. Ils ne comptaient même pas le temps qu'ils ont pris à développer leur entreprise. Or, dès le départ, dès le premier jour, vous devez considérer et tenir en compte votre temps, vos plans, vos ressources, qu'elles soient naturelles ou pas, comptez-les dans vos plans d'action, dans votre plan de gestion financière. Comme ça, vous aurez une évaluation concrète et financière de combien le projet vous coûte, combien ça va vous valoir et comment vous allez faire la provision de vos bénéfices, de vos whatever. Je ne suis pas une bonne mathématicienne, mais je sais que dans la logique, il faut avoir un plan. J'ai eu un plan financier très clair, très simple, qui vous permet de savoir anticiper les problèmes et trouver des solutions. Parfois, on stagne sur le problème. Oh, là, j'ai essayé de rejoindre tel partenaire. J'ai appelé Maryse pour qu'elle m'explique telle chose. Maryse n'était pas disponible ou ça bloque, je bloque. Et là, on s'assoit, on attend. Un entrepreneur doit avoir un plan A, un plan B et un plan C. Si vous n'avez pas de plan A, B, C, vous allez toujours vous faire face à des défis. Il faut pouvoir diversifier vos opportunités pour trouver les solutions. N'attendez pas un problème apporte une solution. Une solution apporte une opportunité apporte une whatever. Donc, c'est important de toujours être flexible. Quand je parle de flexible, d'avoir un système de fonctionnement. Et le système de fonctionnement parle aussi un peu du mentorat, de l'équipe qui vous entoure. On ne se fait pas seul, ça c'est vrai. On ne se fait pas seul. Un entrepreneur ne peut pas se faire seul. Un entrepreneur a toujours besoin d'une équipe. Un entrepreneur a besoin de savoir s'entourer. Un entrepreneur a besoin d'être diplomate. Un entrepreneur a besoin d'avoir une communauté, un village. Parce que quand ça ne va pas, vous saviez qu'il y a tel que je peux appeler. Quand ça va bien, vous savez qu'il y a. Et il faut pouvoir vraiment avoir ce village autour de vous pour pouvoir vous accompagner dans votre processus, dans votre rêve de créer votre entreprise et de pouvoir célébrer avec ce village les grands moments de votre entreprise. Donc, un entrepreneur ne se fait pas seul. Et la flexibilité et la persévérance, c'est la clé. Moi, je pense que ce qui m'a accompagné, gérer un organisme à but non lucratif, c'est aussi gérer une entreprise. C'est sur un autre format, mais c'est pas totalement différent. Et c'est la persévérance et la flexibilité. Marie, je ne sais pas ce que tu en penses. Bon, moi, je dirais que c'est pas seulement d'avoir une bonne gestion financière, c'est d'avoir aussi des projections financières. Oui. Ce qui manque dans nos communautés. Et le manque d'information ne leur permet pas de savoir qu'il y a dans toutes les villes du Canada, selon leur taille, au moins une banque de la BDE
la Banque de développement économique, qui apporte, qui donne un support tout au long du développement des démarches d'ouvrir cette entreprise, des conseils qui aident à faire un bilan financier, des projections financières, à essayer justement d'aider à trouver des solutions rapides à... Moi, j'appelle jamais les problèmes, je les appelle des opportunités. Parce qu'à travers un problème, tu découvres des fois, on le prend négatif, mais la plupart du temps, il y a cette opportunité derrière le problème. Et déjà, quand on ne connaît pas son milieu, qu'on est en train de s'établir, qu'on a investi toutes les économies de la famille et on était sûr de devenir un trompe dans quelques mois, on panique devant un petit pépin qu'on rencontre ou un gros pépin. On ne sait pas comment faire une démarche pour aller chercher des ressources auprès des banques, auprès des fonds communautaires qui en donnent. Et c'est là où le plan de travail n'est pas un plan de travail. C'est un peu un raccourci vers quelque chose ou des brides de choses qu'on met. Et surtout, l'important, c'est d'établir un réseau. C'est-à-dire, je frappe à telle porte, je n'ai pas la réponse que je cherchais ou je n'ai pas trouvé la personne qui pourrait me donner la réponse. J'ai tout un éventail, un réseau comme l'Internet. Quand je parle comme l'Internet, avec des branches un peu partout, où je peux demander à des experts, à des gens qui sont passés par là, à des organismes qui sont sur place, de m'apporter une information ou une aide qui va me permettre justement de pousser l'affaire, d'emmener mon rêve à fruition. Et c'est ça qui manque au niveau, pas seulement chez les immigrants et les nouveaux arrivants, mais même chez des Canadiens de souche qui voient, comme je disais tout à l'heure, la finalité du rêve et non pas tout ce qui vient avec, toutes les étapes pour arriver à cette finalité. Et oui, il faut marteler ce besoin non seulement de plan de travail, mais de le faire en collaboration avec des experts. La BDE, ce sont d'anciens entrepreneurs qui sont à la retraite ou qui ont peut-être vendu leur affaire et qui offrent leurs services pour aider. Parce qu'il faut aussi mettre en évidence que c'est les petites et moyennes entreprises au Canada qui font fonctionner l'économie. La preuve, avec le confinement, on ferme des studios de beauté, on ferme des restaurants, ce sont des PME. Et là, tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a un énorme manque à gagner en matière d'impôts, il y a un chômage que ça entraîne. Donc, si vous voulez, la BDE est là pour ça, pour vous aider à mettre sur pied des petites et moyennes entreprises qui vont faire marcher l'économie, qui vont offrir du travail et qui vont donner une certaine, un salaire. Il faut aussi que l'entrepreneur sache que son entreprise est sa source de revenus. Et de, ce fait, il a intérêt à avoir une gestion financière outre mesure, sinon il fait banqueroute. On va passer au prochain. Je sais qu'il y a probablement des questions, mais c'est déjà la dernière. C'est ce que tu disais aussi est très vrai parce qu'il faut vraiment que l'entrepreneur essaye. Il y a beaucoup de ressources dans la communauté. Il y a des organismes qui offrent beaucoup de formations en entrepreneuriat. Il y a même des soutiens pour des micro-crédits, je crois, avec l'ACFO. Il y a beaucoup d'organismes. Il y a le programme PAO, il y a les banques et tout. Mais c'est tellement important pour surtout les communautés immigrantes qui arrivent de comprendre vraiment ces différents aspects-là. Moi, avec les centaines d'entrepreneurs qu'on a vus, qu'on voit passer au sein de la passerelle, il y en a beaucoup qui ne sont pas prêts à passer à tous les niveaux et pour suivre leur processus ou les étapes. Mais ils ont une bonne idée, mais ils ne sont pas prêts à cause de la conjoncture, à cause de je ne sais quoi. Donc, c'est important de vraiment passer son temps et de respecter ce processus-là. On a voulu finir avec cette citation. Est-ce que je peux ajouter quelque chose avant que tu finisses? Il y a aussi, c'était l'un des grands volets, et le volet qui, à mon avis, après justice, qui suscitait le plus d'intérêt
quand on faisait les ateliers. On fait venir, les nouveaux arrivants qui arrivent à cause du caractère très élitiste de l'immigration canadienne, arrivent avec des diplômes, ils sont habillés de diplômes, des doctorats, des post-doctorats, des maîtrises. D'ailleurs, on recrute plus de gens ayant des maîtrises et des doctorats pour venir au Canada qu'on en produit nous-mêmes dans nos universités. Et de ce fait, le concept d'entrepreneuriat n'est pas nécessairement inscrit dans leur tête. Ils savent qu'ils vont occuper un grand poste de fonctionnaire parce qu'après tout, ils ont un PhD de la Sorbonne, surtout pour les francophones. Et le concept lui-même n'est pas encore ancré. C'est quand ils vont essuyer des revers parce que leur acquis n'est pas reconnu qu'ils vont penser, bon, ben alors, je suis fatigué de ne pas trouver un emploi, je vais créer une entreprise, papa, maman, la bidon, pas bidon, mais un petit peu bric-à-brac, pour pouvoir faire vivre la famille et avoir un revenu. Parce que c'est difficile pour eux de dire, j'ai un doctorat en physique, mais je vais aller passer la vadrouille dans les écoles le soir après les cours. C'est un peu, donc, ils disent, bon, la meilleure chose, puisque je ne travaillerai jamais comme chimiste, autant ouvrir un petit commerce où je vais vendre mon plantain et les petits trucs du pays. Mais c'est de dire aussi peut-être, dès qu'ils arrivent, quand on les accueille, de leur montrer l'alternative, mais dans un sens. Un chimiste peut dire, ben, écoute, je vais commencer à mettre des produits sur donc il faut que j'ai l'approbation de Santé Canada et autres. Ce n'est pas inscrit dans sa tête, parce que dans sa tête, il va être fonctionnaire, il va travailler derrière un bureau avec cravate et veste. Donc, c'est un peu ça aussi comme mission qu'on a, de mettre et à ce titre, Ethel fait un travail extraordinaire de mettre en évidence que l'entrepreneuriat social ou autre, pour moi, toute entreprise est sociale, est un must, est aussi une opportunité valable. Tu n'es pas moins parce que tu es tenancier d'un bar, même si tu as un doctorat en philo qui ne va rien t'apporter ici, et que c'est valorisé, contrairement à ce qui se passe chez nous. Chez nous, les boutiquiers et tout ça, ce sont pratiquement les moins que rien, ou les gens qui n'ont pas fait d'études. Donc, ils ne sont pas valorisés par rapport à un universitaire. Merci beaucoup, Marie, c'est si bien dit. Je sais qu'il y a des questions, mais on voulait vous laisser avec cette citation de Gandhi. En tout cas, j'aime beaucoup les citations parce que les citations ont toujours une référence par rapport à un moment précis de nos vies. Chaque bonne réalisation, grande ou petite, connaît ses propres de corvée et de triomphe. Un but, un combat et une victoire. Bien dit. Merci beaucoup. Merci Maryse pour cette co-animation. Et s'il y a des questions Ethel, ça nous fera plaisir. Avec plaisir. Merci, mesdames. Contrairement à des webinaires où est-ce qu'on donne énormément de notions, de concepts, ce qui était intéressant de vous entendre, c'était vraiment une conférence. Vous nous avez, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça inspirant. Et oui, je vais inviter, je répète, 37 personnes sont inscrites à ce webinaire. Plusieurs vont le voir en mode différé parce qu'il y a eu un problème sur Zoom. Donc, j'ai pu accueillir seulement 4 ou 5 personnes en direct. Donc, ils ont eu une conférence privée. Les autres vont le voir en mode différé. Puis, je les invite. J'ai vu qu'Olga elle a mentionné qu'elle posera ses questions à la fin. Ça serait le temps d'accueillir les questions si vous en avez à ce moment-ci, Jolene, Clotilde ou Olga, pour nos invités Maryse et Léonie. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. Que vous me voyez. Félicitations, Olga, pour le prix que tu as reçu du lieutenant général de l'Ontario. C'est grandement mérité, puis on est vraiment fiers que tu sois avec nous. Donc, vas-y, Olga. Merci. Ben, écoute, je suis en famille, je suis en territoire très familier, je dirais même pas un territoire. Je suis dans ma maison, je suis avec des sœurs et ça me fait tellement plaisir. Même si je n'ai pas encore rencontré Jolene, ben, tu fais partie de la famille aujourd'hui.
Et je suis très, très heureuse de vous retrouver, surtout Maryse, que je n'ai pas vue il y a si longtemps, et Oui, en ma très effet. chère Léonie, et bien sûr ma compagne de toujours, ma belle Ethel. Je vous remercie énormément de votre support privé, personnel, de tout ce que vous faites pour m'accompagner. Et aujourd'hui, je viens comme une étudiante qui vient à l'école. J'ai beaucoup aimé cette conférence, oui, très privée, parce que je l'ai pris très, très personnel. Et j'ai beaucoup appris. Et c'était bien de dire qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Alors, j'ai essayé de noter les questions en même temps que vous parlez, mais en même temps, j'essaie de retenir parce qu'on a beaucoup parlé des nouveaux immigrants et les chocs qu'ils vont avoir pour décider d'aller en affaires. Mais nous avons aussi les vieilles et les vieux immigrants déjà inclus, puisqu'on ne dit plus intégrés et insérés dans la société, qui font face aux mêmes défis, Absolument. comme si on vient d'arriver et on est confronté à vouloir se mettre en affaires. Je vais vouloir même parler de moi-même. J'ai beaucoup aimé la citation de Maryse qui dit qu'il faut, je vais parler, elle a parlé de l'éléphant, là j'essaie de dire ça comme il faut, il ne faut pas rêver comme une chèvre, mais plutôt comme une vache, il n'a pas d'éléphant. Ben oui, moi je rêve pour un hippopotame, mais je suis en train d'agir comme un poulet, même un poussin. Alors, le rêve est très gros, mais le moment d'agir, l'action, je dis même poussin parce que je suis encore très, très réservée, cherchant encore la maman pour me couper. Alors, c'est comme si j'étais vraiment ineffective. J'ai peur. Et c'est ça vraiment quand je dis comme un poussin, parce que le poussin, ben, il reste coincé à sa mère jusqu'à ce qu'il sent qu'il est assez grand pour avancer. Alors, le rêve est vraiment géant, mais je n'arrive pas à faire le pas pour plusieurs raisons. D'abord, la peur de l'échec, parce que je me dis, ben, je connais assez la passion, ce bisou langoureux que vous avez présenté sur la photo est bien là. Et l'amour est déjà là. Mais c'est le deuxième pas qui est très difficile pour les raisons d'échec, pour les raisons de savoir où commencer, pour les raisons de où financement, où est-ce que j'ai, parce que je n'ai pas ma propre économie, comme on dit, on prend la bassine, on s'en va au coin de la rue et puis on commence à faire frire. Ça, c'est la réalité de chez nous. Mais ici, il y a toutes les autres réalités et souvent, l'obstacle, c'est où commencer, même quand on dit qu'on se fait accompagner, ben, où est-ce qu'on commence? Et souvent, il y a aussi le côté monétaire qui fait défaut. Alors, je vais laisser là, ça c'est mes commentaires, mais la question, si peut-être Jolène n'en a pas, je reviendrai pour des questions, mais je voulais vous féliciter de réveiller en nous cet instinct qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui peuvent se faire, mais voilà souvent pour aussi ceux qui sont là depuis insérés, les premiers pas d'hésitation qui nous bloquent à aller en entrepreneuriat. Est-ce que je peux, puisqu'on est dans les citations, vous faire une citation au niveau de la crainte? La crainte est un sentiment humain. Mais il y a M. Kennedy qui disait, l'ex-président Kennedy, c'est la crainte. Il faut craindre la crainte parce que c'est elle qui nous empêche d'avancer. Dès qu'on a peur, on ne fera pas de pas. Oser. La crainte de l'échec. L'échec fait partie de la vie. Ça fait partie intégrale de la vie. On échoue pour des milliers de raisons. On échoue dans l'éducation de nos enfants, alors qu'on a mis tout ce qu'on avait. On échoue en affaires, on échoue dans nos études, mais ça ne nous empêche pas de respirer, de vivre et de dire, au contraire, ça devait être le carburant qui nous pousse à aller plus loin. OK, j'ai essayé de mettre une petite boutique, ça n'a pas marché. Bon, écoute, moi, je vais mettre un truc un magasin de vêtements. Ça n'a pas marché. Bon, finalement, écoute, je vais faire la nourriture chez moi et les gens viendront la chercher. Par exemple, maintenant, avec le confinement, c'est une veine qui est ouverte. On prépare, les gens viennent le prendre et ils s'en vont puisqu'on ne peut pas ouvrir les restaurants. Je peux vous le dire parce que je suis dans le milieu des affaires, mais j'ai un plus grand chiffre d'affaires maintenant que j'en avais avant le confinement.
Parce que les gens, même s'ils vont recevoir même à 6 personnes, ils n'ont toujours pas envie de cuisiner. Ou ils préfèrent commander. Donc, c'est une question de réorienter pour estomper les échecs. Mais avoir peur des échecs, c'est arrêter de vivre. Effectivement. Et je crois que Olga est l'exemple parfait de ce courage. Quand pour la première fois que je recevais un prix, j'avais 18 ans et j'appliquais pour un prix et une amie m'a dit, c'était un moment de galère énorme dans ma vie et elle m'a dit, Maria Marale, fear is the motion in the courage. La peur, c'est l'émotion dans le courage. Je l'ai porté toute ma vie. Et c'est tellement important. Et ce que tu soulèves, c'est vrai. On a beaucoup de potentiel dans la communauté. Il y a des personnes un peu plus âgées aujourd'hui qui n'ont pas eu les mêmes opportunités. Il s'avère qu'on est en train d'entrer dans une ère où il y a beaucoup d'opportunités qui sont en train de s'ouvrir pour les collectivités immigrantes, pour les communautés noires. Et justement, c'est le mot peur qui freine énormément nos communautés. C'est vraiment, c'est comme si c'est un deuxième Covid. On a peur de se lancer, on a peur de prendre les risques, on a peur. Pourtant, le seul fait de braver l'immigration, de prendre l'avion, de venir dans un pays incertain, c'est déjà un courage énorme. Et quand on arrive pour une raison, nous avions peur de nous engager. Et c'est tout à fait logique. Et comme tu as dit, Maryse, la peur fait partie de notre existence. Mais il faut braver cette peur-là et essayer. Et en termes de ressources, financement, je crois que c'est un appel à cette étape. Parce que c'est une chose avoir cette belle idée, mais c'est une autre chose avoir même un fonds de départ, même un financement de départ. Et c'est parfois ça aussi qui freine énormément nos communautés. C'est pourquoi en 2019, on avait les fonds de démarrage de $6,000 pour commencer, même si c'est créer votre carte d'affaires, imaginez avoir les ressources. Et nous devions continuer à faire appel fort que les communautés immigrantes, les communautés francophones, noires, racialisées, immigrantes, les femmes dans toute leur diversité ont besoin de ressources concrètes, des ressources du financement concret pour développer leurs projets, pour développer leurs initiatives. Si on n'investit pas dans ces communautés aujourd'hui, on aura toujours une perte majeure sur un plan économique. Le Canada a intérêt à investir dans l'entrepreneuriat. Les gouvernements ont intérêt à investir dans l'entrepreneuriat parce que ce sont ces entrepreneurs qui vont créer des opportunités d'emploi et qui vont créer une synergie au sein de l'économie. Donc, c'est très important ce que tu mentionnes et je pense que Ethel prend ça en considération. Nous, leaders, nous prenons tout ça pour continuer à faire valoir l'importance de l'entrepreneuriat. Mais Maryse, on doit attaquer vraiment le sujet de la peur, même dans nos ateliers en compétences culturelles. Absolument. Et il faut la peur aussi de se joindre à l'autre communauté francophone. Il faut qu'on puisse se souder. Moi, je parle toujours des deux solitudes au Canada, les franco-ontariens, albertains, scotiens, peu importe, et les nouveaux arrivants francophones. Tant qu'on n'aura pas jeté le pont entre ces deux rives et dire que la cause est commune, parce que c'est la cause, c'est la disparition même des communautés francophones, peu importe la couleur qui va faire. Et on est dans cette ère-là, on perd notre français, on se dirige vers ça parce qu'on n'a pas su exploiter l'immigration pour assurer la pérennité du fait français, avec toutes les menaces d'assimilation, tant de la part des nouveaux arrivants que des autres. Et on a besoin de se souder entre nous, de laisser tomber les peurs de perdre l'identité ou les différences fictives et de se constituer en communauté francophone. Sinon, on va lire dans les livres d'histoire, il était une fois, on parlait français au Canada. Je serais déjà partie, mais j'aurais avec un cœur lourd parce que c'est tellement important pour moi le fait français. Et oui, assurément. C'est surprenant que c'est une langue acquise par des blessures historiques graves, mais j'y tiens. Et j'y tiens pour moi et ma progéniture. Merci beaucoup. On va conclure dans les prochaines minutes la session comme telle. Moi, j'aimerais vous demander, mesdames, 2022,
que souhaitons-nous aux entrepreneurs, hommes et femmes de tous les âges? Parce que je pense qu'Olga, dans son propos aussi, c'est qu'il y a plein de programmes maintenant, mais surtout pour les jeunes, pour les ça. Puis très souvent, on a oublié que c'est peut-être à 40 ans ou peut-être à 50 ans, changement de carrière, qu'on a le goût d'entreprendre. Puis il n'y a pas grand-chose pour nous, quelles que soient nos origines. Mais au-delà de ce propos, puis je pense on pourrait faire un webinaire là-dessus, puis inviter des intervenants à se pencher sur des questions. Moi, j'aimerais vous entendre. On est en début 2022, deux pieds dans une pandémie, mais avec beaucoup d'espoir. Beaucoup de monde entreprennent, malgré tout, et réussissent, trouvent des solutions. Mais vous, mesdames, que souhaitez-vous aux entrepreneurs, hommes et femmes de tous les âges, qui continuent d'entreprendre ou qui rêvent d'entreprendre ou qui choisiront dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, d'entreprendre la trajectoire du démarrage ou du pré-démarrage de leur entreprise? Marie? Foncez. C'est le moment de mettre nos antennes de créativité parce qu'il y a tellement de choses à offrir qui ne sont pas sur le terrain, encore plus en français. C'est le moment de vraiment prendre le temps d'étudier à la loupe quelles sont les souches, quelles sont et avec qui devrais-je m'associer pour pouvoir réussir ce rêve. Parce que les opportunités, ce n'est pas le jour du bal qu'on apprend à danser. Ce n'est pas quand les opportunités et les financements vont pleuvoir, parce qu'ils doivent le faire, post-pandémie, que là, on va essayer de se trouver une place. C'est maintenant. Et c'est ce que je souhaite qu'en 2022, on éclate d'idées et ça va forcer les gouvernements à devoir investir. Ils ne peuvent pas investir s'ils ne savent pas en quoi. Excellent. Et toi, Léonie? Moi, je souhaite à tous nos entrepreneurs de prendre ce moment malgré la pandémie et de rêver. Dans toutes circonstances négatives, il y a des opportunités. Quand j'avais 16 ans, Diane Adam a dit une fois à une des réunions de la table féministe à Ottawa, elle a dit parfois, dans son contexte de minorité, il y a de grandes opportunités. Ce passage m'a porté tout au long de mon parcours. Vraiment, c'est de dire qu'à la fin 2022, on veut voir une multitude d'entreprises créées au sein de nos communautés. On veut voir un rassemblement à travers les organismes qui font la promotion de l'entrepreneuriat comme un vecteur économique pour nos communautés, de se rallier, merci à Ethel pour cette invitation, de partager nos expertises ensemble et de faire valoir à nos gouvernements, aux institutions, la valeur ajoutée de l'entrepreneuriat francophone au sein de la grande collectivité canadienne. C'est ça. Bien, merci beaucoup, mesdames Léonie et Maryse, Passerelle Idé, d'avoir été là avec nous. Il y aura un prochain webinaire qui est le 201, la suite de celui-ci, le 2 février. Donc, au plaisir de vous revoir. Et ceci dit, la session, on continue nos mercredis webinaires économiques. Le prochain est le 26 janvier avec la Société économique de l'Ontario sur tous les aspects juridiques de la création d'entreprise. Et ça sera une avocate qui sera avec nous pour présenter, mais aussi surtout répondre à toutes vos questions, quelle que soit la structure ou la forme légale que vous aurez choisie pour démarrer votre entreprise ou pour transformer votre organisation ou votre entreprise en quelque chose d'autre. Encore, merci Léonie et Maryse, et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Très grand plaisir de me retrouver avec toutes les femmes en ligne. Je sais qu'il y aura des hommes qui vont l'écouter en différé, mais c'est vrai qu'on est en famille. Et bonne fin de journée, mesdames. Merci de l'invitation.